La République de l'Équateur est le plus petit des pays traversés par la cordillère des Andes. Sa taille est comparable à celle de l'Italie. Son nom fait référence, bien entendu, au cercle de l'Équateur qui le traverse. Population, 13 millions d'habitants. La présence de l'homme à cet endroit de la cordillère remonterait à 30 000 ans. L'Équateur a connu de brillantes civilisations antérieures à celles des Incas, des Mayas ou des Aztèques. Des civilisations dont on retrouve peu à peu les traces. Des vestiges dont on sait encore peu de choses, sinon qu'ils sont les plus anciens trouvés en Amérique. Ils appartiendraient pour beaucoup à la civilisation dite valdivienne. Les Espagnols occupaient le pays depuis le XVIe siècle lorsqu'ils furent chassés de la région par Simón Bolívar. Indépendant depuis 1830, l'Équateur déroule, entre la côte pacifique et l'Amazonie, une topographie à la fois pure et originale, compliquée et grandiose. La fertilité des bassins volcaniques a permis aux civilisations anciennes de se développer ici. De petites propriétés agricoles ne suffisent pas toujours à la subsistance de leurs propriétaires, alors que de grandes exploitations permettent l'exportation de bananes, de cacao en grande quantité, ou encore de thé. Depuis le début des années 1970, l'Amazonie fournit au pays l'une de ses plus importantes sources de revenus, le pétrole. L'exploitation de l'or noir en pleine jungle a créé de nombreux problèmes écologiques et humains dans tout l'est du pays. Mais la loi des grandes compagnies, de la rentabilité, bref, du grand commerce, l'emporte souvent. Une population rurale aux moyens rudimentaires a brutalement été confrontée aux impératifs d'un certain progrès. Si l'Équateur est aujourd'hui entré de plein pied dans le monde moderne, c'est au prix de l'abandon partiel de sa personnalité. Ainsi, le dollar a pratiquement remplacé le sucre comme monnaie nationale. Du côté du tourisme, les infrastructures sont encore trop peu nombreuses, mais les attraits du pays offrent de belles perspectives. Un atout maître, les îles Galapagos, rattachées à l'Équateur, où l'on peut approcher une faune exceptionnelle. Autre atout, l'Amazonie avec sa forêt et sa flore non moins exceptionnelles. La population équatorienne est le résultat d'un long brassage entre blancs, noirs descendants d'esclaves, métis et bien entendu indiens. Indiens d'Amazonie, Indiens de la Cordillère. Pour les Indiens des Andes, les montagnes sont sacrées et les volcans investis d'un pouvoir protecteur. Actif, le volcan Pichincha domine une région où se love, dans une vallée, la capitale du pays, Quito. Un nom qui remonte aux premiers occupants de cette longue vallée, les Indiens Quito. À 2800 mètres d'altitude, Quito s'étale sur une longueur de 30 km. Le développement de la ville est tel qu'elle a même absorbé l'aéroport implanté au départ en pleine campagne. L'essor éblouissant de Quito est sélectif. Le nord est dédié à la ville moderne, siège du commerce, des administrations et des quartiers résidentiels aérés. Le sud est plus populaire. Les habitations doivent s'y adapter au relief. C'est au sud que s'élève le Panecillo, le petit pin, surmonté par la Vierge de Quito. La statue géante protège le quartier historique et en premier lieu la place San Francisco. Cette vaste esplanade est bordée par le couvent de San Francisco, le plus important d'Amérique du Sud, qui contient pas moins de 3 églises. Les édifices religieux sont tellement nombreux à Quito que la ville, durant l'époque coloniale, était surnommée le couvent. 95% de la population équatorienne est catholique.
La place de l'Indépendance, elle, est bordée par la cathédrale qui date de 1535 et l'église du Sagrario qui la jouxte. La place de l'Indépendance mérite bien son nom. On y trouve le palais présidentiel ou palais du gouverneur qui rappelle que Quito fut la première capitale indépendante d'Amérique du Sud. Une multitude de ruelles animées sillonnent l'ensemble du quartier historique. Elles ont comme décor de magnifiques demeures coloniales conçues par des artistes européens assistés d'artisans métis et indiens ou des palais comme celui de la vice-présidence. Les transports s'adaptent aux rues, souvent étroites, d'une ville où il est facile de s'orienter. Le tramway parcourt une ville tracée entièrement en damier. Le parc de la Alameda, long et triangulaire, est situé au centre de la ville. Ce lieu de flânerie fait le lien entre les parties historiques et modernes de la capitale. Le Quito moderne, sans cesse en expansion, est sillonné de longues avenues qui permettent une circulation le plus souvent fluide. Le long des grandes artères, les bâtiments à l'architecture imaginative poussent comme des champignons. Ils symbolisent ce qu'on appelle le progrès. C'est également le quartier des banques, que l'on compte par dizaines, principalement le long de l'avenue Amazonas. Quito, c'est l'Amérique. Et le mythe de l'American Way of Life est omniprésent avec ses symboles, ses marques et ses gigantesques centres commerciaux. Capitale toujours en mouvement, Quito tire l'ensemble de l'économie du pays vers le haut, malgré les problèmes que nul ne peut ignorer. Car si le développement effréné de la ville profite à une classe aisée, prête à investir dans des résidences de grand standing, il exerce aussi un magnétisme sur les populations les moins favorisées du pays. Indiens en tête, nombreux sont-ils à venir des montagnes, des campagnes, de l'Amazonie, s'installer ici de manière précaire, attirés par le mirage d'un pseudo-miracle urbain. Quito a donc son lot de laissés-pour-compte. Pour eux, la vie ou la survie se résume à la débrouille. Malgré les difficultés, les Équatoriens, principalement les Indiens, entretiennent avec soin leur riche passé culturel. Et certaines salles de la capitale contribuent à perpétuer les chants et les danses traditionnelles de chaque région. Le poète Eloy Proaño a écrit « Dieu a placé la ville si haut qu'il en a fait un quartier du ciel ». Le nord de l'Équateur débute à une vingtaine de kilomètres de Quito avec la vallée de la moitié du monde. C'est là que le savant français Charles de la Condamine a tracé la ligne virtuelle de l'Équateur, qui sépare les deux hémisphères de la planète. Le lac San Pablo s'allonge au pied du volcan Imbabura. Le long des rives vivent les Indiens Otavalo. Le volcan Imbabura est un taïta, c'est-à-dire un père en langage indien.
L'Imbabura inspire respect et crainte, même s'il est éteint. Il domine tous les villages environnants, comme San Pablo, où l'on pratique depuis des siècles l'art du tissage. Vous voyez, mon père était un vrai artiste, vraiment authentique. C'est lui qui m'a appris la teinture et le tissage. Et je travaille toujours comme lui de manière manuelle. Ce que je fais est le fruit de notre culture. Je m'inspire souvent des dessins anciens, comme il y en avait avant sur les ceinturons et sur les tissus en petit format. Ainsi, je perpétue un des points forts de la culture inca, qui est toujours en marche. Fortaleza de los incas, ¿no? Hacían las gradas, entonces. De l'autre côté de l'Imbabura, on retrouve le travail des tisserands à Otavalo, la ville qui abrite le marché le plus important de tout le pays. Chaque samedi, l'ensemble des artisans locaux y proposent leurs spécialités, poterie, tissu teint ou broderie. Venus souvent par camion la nuit, de la côte lointaine ou même d'Amazonie, d'autres marchands commercialisent les œuvres d'art de la région. Il faut savoir qu'en langue indigène, il n'y a aucune distinction entre art et artisanat. Le commerce des chapeaux occupe toujours une bonne place sur les marchés andins, qui sont en priorité consacrés aux produits de l'agriculture. On y trouve une grande variété de fruits et de légumes, des bananes, ce qu'on appelle ici les tomates en fruits, des pastèques et bien entendu pommes de terre et autres produits de base. Du producteur directement au consommateur, on déguste sur place. Les épices ne sont pas en reste, le maïs non plus, car il est un des aliments de base de la cuisine équatorienne avec le manioc, les haricots et le riz. La religion est rarement absente des grands rassemblements populaires, d'autant que l'église la plus proche est toujours très proche. Sur la place centrale, le passé côtoie le présent. L'hôtel de ville, qui abrite aussi le bureau de poste, date de l'époque des conquistadors. À l'ouest de la ville, les jours de marché, se tient une autre feria, le marché aux bestiaux. Majoritairement agriculteurs, les habitants d'Otavalo sont de redoutables commerçants. Ils peuvent négocier des heures durant le prix d'une tête de bétail. C'est en famille que l'on vient le plus souvent au marché aux bestiaux, car celui-ci est avant tout un lieu de rencontre. Otavalo est protégé par l'Imbabura, le père, mais aussi par le mont Cotacachi, sa compagne, dont le principal cratère est occupé par le lac de Quicocha. Deux îles émergent des eaux pures contenues par un cratère de 3 km de diamètre, devenu lieu de navigation. Sur la rive, les fleurs d'altitude, comme la séduisante chausson de bébé, poussent en grand nombre. Le mois de juin sonne l'heure de la fête pour la région d'Otavalo. Une semaine durant, jusqu'au 24 juin, on célèbre San Juan, Saint Jean, le patron d'Otavalo et plus généralement des paysans. Tout le monde se doit de participer, même les poules, à qui on ne demande pas toujours leur avis. Chaque quartier a son groupe de San Juanes qui revêtent leurs vêtements de fête ou se déguisent pour mieux chanter et danser en arpentant les rues. En fin d'après-midi, la fiesta s'achève sur la place centrale. Tous les groupes se réunissent pour les dernières danses, souvent bien arrosées. Toujours sous la protection du volcan Imbabura, qui rappelle que les vieilles croyances se mêlent étroitement au catholicisme,
On prépare ensuite les festivités du soir. Celle-ci débute comme il se doit par un bon repas. Au menu, une grande spécialité andine, le cochon d'Inde grillé. La nuit tombée, les processions festives retrouvent le rythme. Chaque groupe a alors une mission, visiter un maximum de maisons pour transmettre la bonne parole, plus précisément le bon esprit de la feria et honorer San Juan. C'est alors un tourbillon incessant de danse sur une musique, le San Juanito, qui rend elle aussi hommage à Saint Jean. Composée sur un thème unique, cette musique lancinante envahit les patios et s'égare jusque tard dans la nuit dans la moindre ruelle. Baptisé Avenue des Volcans par l'explorateur prussien Alexandre de Humboldt, l'ensemble des monts qui s'étendent du nord du pays à Riobamba compose l'épine dorsale de l'équateur. Le Cayambe est un volcan éteint haut de 5790 mètres. Troisième sommet du pays, il inaugure le chapelet des 51 pics volcaniques qui dominent deux cordillères andines, l'occidentale et l'orientale. Tous ces sommets appartiennent à la famille des volcans dits de type strombolien. Ceux-ci forment, par leur coulée de lave, des reliefs aux pentes abruptes. La petite bourgade d'El Quinché, toute proche du mont Cayambe, est un village andin comme les autres, ou à peu près. À peu près car on y vénère une vierge qui réalise des miracles depuis des siècles et qui se prête à toutes les bénédictions. Mais dans le domaine du spirituel, les Indiens ont aussi d'autres croyances, plus animistes, véhiculées par des chamans très convaincants, souvent venus d'Amazonie. 5701 mètres, c'est l'altitude du volcan Antisana. Comme l'Ilini Itza, il appartient déjà à la vaste région de l'Oriente qui recouvre l'Amazonie équatorienne. Leurs sommets sont coiffés de neiges éternelles, comme c'est le cas d'une dizaine d'autres volcans du pays. On les appelle les Nevados. Nevado, en espagnol, signifie « enneigé ». Le plus majestueux et le plus sacré des Nevados, le Cotopaxi, à une 60aine de kilomètres au sud de Quito. Avec ses lignes épurées et sages, culminant à près de 5900 mètres, le deuxième sommet du pays est bien trompeur. C'est le plus haut volcan actif du monde. Le Cotopaxi a donné son nom à un vaste parc national de 34 000 hectares, à l'aspect le plus souvent désertique. C'est au bord d'un petit lac, source de vie, que l'on peut faire connaissance avec quelques spécimens de la faune du parc. Chevaux sauvages, lamas ou faucons coriquingues, des oiseaux sacrés pour les Incas. Le mont Sincholagua, à seulement 4900 mètres d'altitude, marque la limite du parc. À 80 km au sud de Quito, la région de Purili est entaillée de profondes failles provoquées par les éruptions volcaniques. Aujourd'hui,
de paisibles cultures s'étalent au flanc de la montagne, mais méfiance. Le volcan Quilotoa est un volcan actif. Son cratère est rempli d'eau sulfureuse. En poursuivant la montée vers le plus haut sommet du pays, le paysage se dissimule bientôt derrière un halo de brume. Et lorsque s'estompe l'impression de mystère, on découvre le mont Chimborazo, 6310 mètres, le point culminant de l'équateur. La montagne surplombe une vaste zone semi-aride où la végétation est rare et où subsistent seulement quelques animaux comme les vigognes. Chimborazo signifie sommet enneigé en langue quechua. C'est lui aussi un taïta, un père, pour les descendants des Incas qui viennent l'honorer chaque année. Un chemin de fer au tracé spectaculaire et sinueux permet de parcourir toute l'avenue des volcans jusqu'à une altitude de 3600 mètres. Souvent lent, car le train s'arrête à la demande, le voyage s'effectue la plupart du temps dans des voitures plutôt confortables. Mais les clients ont désormais l'habitude. Ils sont à peu près certains de partir, mais pas toujours sûrs de la gare d'arrivée. Le chemin de fer du Sud est long de 450 km et permet entre autres de relier Quito à Riobamba. Mais actuellement, il ne fonctionne seulement que sur une centaine de kilomètres. En effet, au détour des virages, les mauvaises surprises ne sont pas rares. De quoi rester dubitatif. Mais pas de quoi décourager les vrais amateurs d'aventures ferroviaires qui voyagent en classe terrasse pour payer moins cher, certes, mais aussi pour profiter en direct des somptueux paysages. Le terminus du jour, c'est Guamote, où un autre train, celui d'une célèbre publicité pour le café, a en son temps attisé le mythe de la cordillère des Andes et des Indiens. L'Amazonie couvre 50% de l'équateur. Mais le pays n'a pas accès au fleuve Amazone, situé au Pérou, et dans lequel se jettent plusieurs rivières alimentées par la fonte des neiges andines. Le mont Tungurahua est un volcan actif. Il culmine à plus de 5000 mètres. Sur ses flancs ruissellent les eaux qui inondent une vaste vallée. Au centre, la ville de Baños, les bains en espagnol. Cette station thermale justifie son nom par l'eau ferrugineuse qui dévale de la montagne pour alimenter des bains aux vertus thérapeutiques. Au départ de Baños, on longe le fleuve Pastaza pour rallier Puyo, le dernier village avant l'Amazonie profonde. L'itinéraire est toujours humide, car les eaux venues des montagnes n'interrompent jamais leur descente vertigineuse vers la vallée. L'eau peut rendre des services pratiques, grâce par exemple au barrage qui la transforme en énergie utile. Mais l'eau peut être aussi un obstacle qu'il faut franchir avec des moyens bien dérisoires face à la grandeur de la nature.
Confronté à cette dimension, l'homme s'efface et contemple. L'Amazonie. Un des territoires les plus fascinants de la planète. Le Rio Napo, né près du volcan Cotopaxi, est le plus grand fleuve du pays. C'est aussi le principal affluent équatorien de l'Amazone. C'est enfin une voie de communication privilégiée et une source de revenus pour les Indiens. Ici, on fouille en permanence le lit du fleuve pour ramasser des particules du métal mythique, l'or. Constitué de hauts plateaux et de larges plaines inondées, l'Oriente est ici le surnom de l'Amazonie, qui occupe l'est du pays. Y vivent 2% seulement de la population équatorienne. Des Indiens issus d'une dizaine d'ethnies, dont les Chouars, anciens réducteurs de têtes. Pirogues et habitations sont faites du bois de la selva, la forêt, qui fournit également quelques plantes nourricières, comme le cacao. À base de bananes plantains bouillies, les femmes préparent la chucula, savoureuse boisson à laquelle les hommes préfèrent la chicha, un breuvage alcoolisé par des feuilles de manioc fermentées. La pêche et la chasse sont les principaux moyens de subsistance. La chasse à la sarbacane se pratique avec des flèches enduites de curare, un puissant neuroleptique utilisé par les anesthésistes. Une découverte des chamans, guérisseurs et guides spirituels des tribus. Nous, les chamans, quand nous commençons notre apprentissage, nous étudions avant tout la forêt. Nous nous imprégnons dans un premier temps des esprits positifs qui l'habitent et qui nous permettent de travailler. La forêt, pour nous, c'est aussi un réservoir inépuisable de plantes médicinales que l'on trouve partout. J'utilise plus ou moins 70 plantes médicinales pour traiter mes patients. Mais pour progresser, il faut sans cesse en découvrir de nouvelles et les essayer. Moi, je me sers de mon pouvoir pour faire le bien. Si vous faites le mal, les patients vont voir d'autres chamans. Moi, je ne veux et ne peux que faire le bien. En suivant les pas du chaman, la forêt devient un vaste laboratoire à l'accès peu aisé pour les non-initiés. Les arbres géants comme le fromager, aux énormes racines apparentes, y côtoient des arbres aux vertus curatives, à la sève rouge ou blanche. On dénombre plus de 25 000 espèces de plantes et de fleurs en Amazonie. Chaque année, sous l'impulsion des chamans et des scientifiques, y sont découvertes et analysées des dizaines de nouvelles essences aux formes et aux couleurs étranges, séduisantes. Le travail de la nature est éblouissant. Celui des insectes est parfois harassant. La forêt grouille de vie. Perdrix tacheté, pan bleu, ouistiti. Le ouistiti a la queue aussi longue que le corps. Comme son petit cousin, le tamarin, il se nourrit de fruits ou de la sève des arbres qui l'entaillent. Le coati est un carnivore que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le capybara est le plus gros rongeur au monde, mais parmi les 300 espèces de mammifères de l'Amazonie, le plus imposant reste le tapir. Il peut atteindre 270 kg et 2 mètres de long. Les familles boa et python comptent 70 espèces, dont la plus célèbre est le boa constrictor. Long de 4 à 5 mètres, il s'enroule autour de ses proies pour les étouffer. La forêt amazonienne est aussi le domaine des chamans qui apparaissent et disparaissent à volonté. Ils font partie des mystères de la forêt. Le sud de l'Équateur, longtemps isolé du reste du monde, comprend 2 villes phares,
Cuenca, bijou de l'ère coloniale, et Guayaquil, la deuxième cité du pays, établie sur les contreforts de la cordillère andine. Le site archéologique d'Ingapirca, à 40 km de Cuenca, est le mieux conservé du pays. Ici se côtoient les ruines de deux civilisations, les Cañari et les Incas. L'ethnie Cañari, la plus importante du sud de l'Équateur, fut vaincue par les Incas au XVe siècle. C'est là que fut construit un temple dédié au soleil, protégé par une ville forteresse. Le pouvoir des Incas, les fils du soleil, s'étendit sur tout le pays, en commençant par Cuenca, dont l'empereur voulait faire sa capitale équatorienne. C'est autour du Rio Tomebamba, qui tient son nom d'une cité inca dont il ne reste rien, que la ville de Cuenca fut fondée par les Espagnols en 1557. La cathédrale, qui domine la place centrale avec ses coupoles de mosaïque bleue, ne date que de 1880. Elle rappelle que Cuenca fut, après Quito, la deuxième cité religieuse du pays. Les longues rues de cette ville bâtie en damier sont bordées par un nombre impressionnant de demeures coloniales qui abritaient pour la plupart des officiers de l'armée espagnole en pleine conquête. Pas moins d'une dizaine d'églises, dont celle dédiée à San Alfonso, se bousculent dans une ville considérée comme le centre artisanal du pays. Spécialité, le couvre-chef. Non, pas n'importe lequel, mais un des plus élégants de la planète. Le Panama, qui malgré son nom est bien originaire de l'Équateur. Le nom de Panama est mondialement connu, car dans l'ancien temps, les chapeaux n'étaient pas commercialisés directement à l'étranger. En fait, les chapeaux transitaient par Guayaquil. Ils étaient fabriqués dans la région de Cuenca et acheminés par la route à dos de mule jusqu'au port de Guayaquil, d'où ils partaient pour l'Amérique du Nord. Comme les bateaux faisaient escale à Panama, on a appelé ces fameux chapeaux des Panamas. Actuellement, nous exportons les Panamas principalement dans 5 pays, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, le Brésil et le Mexique. Mais nous vendons nos chapeaux dans le monde entier. Ils s'en exportent près d'1 million par an, qui sont proposés en moyenne aux consommateurs à un prix variant entre 25 et 300 $. Mais le super fino, le must des Panamas, peut atteindre les 750 $. À la sortie de Cuenca, la Sierra méridionale et ses monts de moyenne altitude achèvent la cordillère andine côté équateur. La descente vers l'ouest du pays s'effectue par une route sinueuse qui longe les derniers contreforts de la Sierra et aboutit dans la région la plus fertile de l'Équateur. Entre Cuenca et Guayaquil, des milliers d'hectares sont consacrés à la culture de la banane, la première production du pays, et à celle d'une fève que l'on exploite depuis près de 2 siècles, le cacao. Ici, nous produisons du cacao tout au long de l'année. La récolte se fait 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Les 3 jours qui restent, du vendredi au dimanche, nous nous occupons sur le même site de fendre les cabosses. C'est le nom du fruit du cacaoyer. Et de trier les bonnes et les mauvaises fèves. Dans un deuxième temps, les fèves vont être séchées pendant 6 à 7 jours. Le rendement d'un hectare de cacao est de l'ordre de 70 quintaux par an. Nous exportons notre cacao dans le monde entier.
Guayaquil est bâti au fond de l'estuaire du Rio Guayas qui se jette dans le Pacifique. C'est le premier port du pays. Cernée par un immense bassin fluvial, la ville débute sur le Malecón, la promenade qui longe le fleuve. Elle est dominée par une rotonde dédiée à Bolivar et à San Martín, les deux libérateurs de l'Amérique du Sud. Le 9 octobre 1820, c'est la date de l'indépendance du pays, mais c'est aussi le nom de l'artère principale de la ville qui relie le Malecón au parc du Centenaire, où s'élève la colonne de la Liberté, gardée par les grands héros de la nation. L'avenue du 9 octobre est bordée d'immeubles modernes et de galeries marchandes qui démontrent le dynamisme d'une cité au slogan très clair. Si tu as besoin d'idées neuves, viens à Guayaquil. Le dynamisme présent est en fait le reflet de celui du passé. Exemple, l'église San Francisco, reconstruite immédiatement après le grand incendie de 1896. 3 jours durant, le feu détruisit la plupart des maisons de bois de Las Peñas, dernier quartier rescapé de l'époque coloniale. Les rares maisons rescapées qui subsistent encore aujourd'hui seront bientôt restaurées. Tout en préservant son histoire, Guayaquil poursuit son développement dans toutes les directions. Une parmi d'autres, l'élevage de crevettes en bassin qui s'étale entre la ville et la côte pacifique. La côte est souvent parsemée de petits villages de pêcheurs qui alimentent les marchés de Guayaquil en poissons. Malgré les superbes plages, les stations balnéaires sont rares. Le tourisme ne représente pas encore un palliatif aux maigres revenus de la pêche. Dès l'aube, les barques sont poussées jusqu'à la mer. Les pêcheurs, qui appartiennent à l'ethnie Cholo, rapportent dans leurs filets sole, dorade, thon ou merlan. Quelquefois, les pélicans prennent leur envol en direction des îles qui se trouvent bien au-delà de l'horizon. Des îles au nom mythique. À 1000 km de la côte, l'archipel des Galapagos est composé de 19 îles et 42 îlots. C'est en 1535 que l'évêque de Panama, Fray Tomás de Berlanga, égaré en mer, découvrit l'archipel par hasard. Les silhouettes mystérieuses de ces îles, souvent nimbées de brume, leur valurent le surnom d'îles enchantées. L'envoûtement est accentué encore par leur origine et leurs formes énigmatiques. Ce sont des îles volcaniques, nées d'éruptions successives. Sans lien avec le continent, ces îles ont développé d'abord une flore rare, constituée essentiellement de cactus et d'arbustes. Les premières espèces animales à avoir pris pied ici sont venues de l'océan, comme les crabes, ou sur des radeaux de végétation, comme les reptiles. C'est le cas de l'iguane marin. C'est aussi le cas du lézard des laves, mais surtout de l'animal symbole des Galapagos, la tortue géante. Sa durée de vie est exceptionnelle, elle peut atteindre 150 ans. Certaines tortues ont la carapace en forme de dôme, d'autres en forme de selle de cheval. Charles Darwin débarqua aux Galapagos en 1835. Il développa ici sa fameuse théorie sur l'évolution des espèces. Point de départ, un petit pinson. Pour approcher la faune des Galapagos, protégée par les règles strictes d'un parc national, un seul moyen, le bateau. Il y en a de toutes les formes, de tous les genres, de toutes les tailles, mais leur nombre est strictement limité.
L'île de Seymour ne mesure que 2 km². Ses habitants, que l'on appelle Otaries, accueillent l'étranger avec beaucoup d'indifférence. Rien à ce jour n'a réussi à perturber leur sérénité. Ils sont chez eux et chez soi, on fait comme chez soi. Seymour est une île aride, couverte de palo santo, un petit arbre blanc, et de cactus à raquettes, aux formes prédestinées. Forme d'oiseau, bien sûr. Les femelles frégates se laissent facilement séduire par le charme des mâles lorsqu'ils gonflent leur énorme poche rouge sous la gorge. On surnomme la frégate « vautour de la mer » car elle se nourrit presque uniquement en subtilisant leur prise aux autres oiseaux. Mais elle est incapable de se poser sur l'eau. Un autre animal a la gorge rouge, même quand il n'est pas amoureux. Le lézard des laves. Approcher les oiseaux exceptionnels des Galapagos implique de suivre un parcours bien balisé. Et le fou à pattes bleues est là pour faire respecter la règle. D'où sa démarche de gendarme débonnaire, mais vigilant. La démarche suscite l'admiration des demoiselles, impressionnées aussi par les coups de sifflet. Résultat, les petits fous ne se feront pas longtemps attendre. Mais le rôle des parents ne s'achève pas là. Pas question de laisser approcher les importuns. Voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Il faudra aux petits fous 50 jours pour apprendre à se nourrir. Mais il faut avant tout apprendre à voler. San Cristobal est l'une des grandes îles de l'archipel, avec 550 km². Sa côte rocheuse est animée par les petits huîtriers qui laissent les pélicans imperturbables. L'huîtrier se nourrit essentiellement de balanes, de petits coquillages coniques qu'il trouve au milieu des rochers. Un petit phénomène, le merle moqueur, dynamique et facétieux. Il apparaît et disparaît sans préavis. Les otaries représentent la majeure partie de la population de San Cristobal. L'emploi du temps d'une otarie, pêcher et s'amuser dans l'eau. Il y a aussi les amours. Le poids du mâle peut atteindre 250 kg. Parfois perplexe, il veille sur un harem regroupant jusqu'à 30 femelles. Tout cela est très fatigant. C'est pourquoi le guerrier apprécie aussi le repos. Les îlots des Galapagos sont quasi désertiques. Leur nom se rapporte souvent à leur forme. Ainsi, le lion endormi est un énorme rocher volcanique. L'île d'Espagnola est bien gardée. Et lorsqu'une otarie monte la garde au milieu du chemin, les humains doivent se débrouiller pour la contourner.
Cela donne aux uns des souvenirs inoubliables et aux autres la possibilité de faire la sieste paisiblement. La mer a déchiqueté la côte d'Espagnola et joue à souffler dans les rochers. Souffler n'est pas un jeu pour l'iguane marin. Son âge, 9 millions d'années. Sa peau se confond avec les rochers de basalte où il réside. C'est un camouflage naturel pour échapper aux prédateurs. L'iguane marin peut mesurer jusqu'à 1 mètre. On ne le trouve qu'aux Galapagos. Le fou à pattes bleues a un cousin à Espagnola, le fou masqué. Reconnaissable à son plumage blanc et surtout à ce fameux masque de Zorro qui lui cerne les yeux, le fou masqué est plus gros que son proche parent. Son poids l'oblige à attendre les courants aériens propices pour s'envoler. C'est la raison pour laquelle il installe toujours son nid au sommet des falaises. C'est souvent sur les falaises que se donne rendez-vous une grande variété d'oiseaux endémiques comme la colombe des Galapagos ou encore la mouette à queue d'aronde. La buse des Galapagos est unique, elle ne craint aucun prédateur. L'albatros des Galapagos ne se trouve qu'à Espagnola. Il y est la vedette d'un fascinant spectacle, la parade amoureuse. Il y a d'abord l'approche, déterminée. On n'hésite pas, on embrasse sur le bec, on se bécote, on se séduit. Un an plus tard, cette cour insensée produira de petits albatros qui bientôt prendront leur envol. Santa Cruz est la deuxième île de l'archipel par la taille. Les paysages de la côte rappellent les décors de western avec les grands cactus candélabres qui dominent le terrain. Les cactus peuvent aussi avoir des contours plus romantiques. L'imagination de la nature à l'état pur et sans limite. L'île compte elle aussi quelques animaux bien spécifiques. Le plus farouche d'entre eux vit en terrier, mais aime aussi lézarder au soleil. C'est l'iguane terrestre. Vivant en petites colonies, d'un mâle pour 3 à 7 femelles, l'iguane terrestre est friand de cactus, d'herbes et de scolopendres. Espèce menacée, il est l'objet d'une surveillance étroite de la part des scientifiques. La population des flamants roses ne compte que 4 à 600 individus dans l'archipel. Ils vivent dans des lagunes salées où la profondeur de l'eau ne dépasse pas quelques centimètres, se nourrissant presque exclusivement de petites crevettes roses qui leur donnent leur couleur. Ils ne font pas partie des espèces pour lesquelles s'inquiètent les responsables du parc national des Galapagos. Certaines espèces sont menacées, comme les iguanes terrestres ou les tortues, mais elles ont de fortes chances de survie grâce au parc national. Actuellement, les principaux risques sont dus aux animaux introduits par l'homme qui se développent dans certaines îles. Un autre problème, c'est l'immigration humaine qui est pourtant contrôlée à l'intérieur du parc. Nous essayons d'empêcher toute immigration illégale pour éviter que les hommes rompent l'équilibre naturel qui règne dans les Galapagos. Les tortues géantes, que l'on ne trouve qu'ici et aux Seychelles, ont résisté à toutes les épreuves. Chassées pendant des siècles pour leur chair et leur carapace, elles sont aujourd'hui 15 000 rescapées à défier le temps. Le repas de la tortue, beaucoup de feuilles, quelques herbes et des bouts de cactus. Le déplacement de ces reptiles est plutôt laborieux. Une tortue ne parcourt que quelques dizaines de mètres par jour, avec la meilleure volonté du monde. Oui, les pattes sont bien lourdes. Et puis, on préfère jouer avec les visiteuses ou somnoler en rêvant à la longueur de l'existence.
fabuleux laboratoire de la vie, l'archipel des Galapagos livrera peut-être un jour ce que Darwin appelait le mystère des mystères, la première apparition d'un être vivant sur Terre. Jusqu'ici, les Galapagos sont conservés, à l'image d'une bonne partie de l'équateur, une beauté brute et sauvage, que l'homme doit respecter comme l'état pur.